Bonsoir et bienvenue sur Economia. Combien d'entre nous sont assurés au-delà de leurs biens pour leur personne ou les membres de leur famille? Trop insuffisamment, dirons-nous. Et pourtant, l'assurance de personne, celle qui peut protéger votre personne contre les imprévus de la vie, est utile à bien des égards. Assistance voyage à l'étranger, assistance Hajj et Umrah, remboursement crédit immobilier emprunteur, assurance maladie, retraite complémentaire, études pour vos enfants et parfois, plus morbide, décès et rapatriement de dépouilles. Les produits de l'assurance de personne commencent à se multiplier, parfois avec succès, parfois sans. Toujours est-il que beaucoup d'assurés y ont trouvé leur compte et d'autres non. Beaucoup d'entre vous disent encore ne pas connaître ces produits et disent ne pas être informés ou que trop peu. Nous verrons pourquoi dans un instant. Sur le plan économique et financier, du point de vue des investissements, ceux qui se sont engagés dans l'assurance de personnes ont assurément, c'est le cas de le dire, de beaux jours devant eux et c'est pourquoi les 7 compagnies nées suite à la réforme législative de 2011 et qui se partagent déjà le pactole jugé insuffisant de quelques 8 milliards de dinars pourraient voir très vite de nouveaux concurrents venir au rythme d'une croissance à 2 chiffres. L'on parle d'ailleurs déjà de l'arrivée imminente d'une 8e compagnie, l'Algérienne VIP, fruit d'un partenariat algéro-koweïtien, tandis que les compagnies françaises, non des moindres, Massif et AXA, qui sont là depuis quelque temps, se montrent apparemment satisfaites de leur venue sur ce terrain fertile. Reste qu'il existe des freins que les professionnels aimeraient voir lever très vite afin de fluidifier davantage les circuits d'assurance de manière générale et de personnes en particulier. C'est de tout cela dont nous allons parler avec nos invités qui nous font honneur de leur présence. Mais avant de vous les présenter, regardons d'abord ce court reportage réalisé par Maya Alkenz. L'assurance est un système qui permet de prémunir un individu, une association ou une entreprise contre les conséquences financières et économiques liées à la survenue d'un risque particulier. Les assurances de vie ou accident offrent une complémentarité, surtout par rapport à celle qui est en législation en Algérie, c'est-à-dire la Caisse nationale des assurances sociales. Donc une assurance auprès d'une compagnie renommée nous permet de se couvrir très bien par rapport à notre famille et à notre vie, bien sûr, en cas d'accident ou de maladie. En Algérie, l'assurance de manière générale est dotée d'un potentiel incommensurable, et en particulier l'assurance de personnes qui devrait connaître un développement prodigieux ces dernières années. Actuellement, sur le marché algérien, on ne trouve pas beaucoup d'assurances qui proposent une multitude de garanties. C'est pour cela qu'on doit s'intéresser encore plus à ce genre d'assurance en Algérie. Aujourd'hui, ce sont 7 compagnies qui se partagent un marché qui a atteint les 8 milliards de dinars de chiffre d'affaires en 2013 et qui pourrait atteindre 50 milliards de dinars dans les 10 années qui viennent. À travers mon entourage, je pense que AXA s'est lancé déjà là-dessus, avec un projet notamment d'assurance vie. L'ACAT aussi, je pense, mais pas on va dire que il se spécialise plus. On est plus sur le transport, les véhicules, tout ça que sur l'assurance vie elle-même. Je pense encore une fois que l'Algérien, du fait dans les conditions de vie dans lesquelles on vit actuellement, l'assurance vie n'est pas une priorité, on va dire, dans notre façon de voir les choses. Cependant, des contraintes sur ce marché existent. Une insuffisance de la culture d'assurance, des appréhensions vis-à-vis de la religion, un manque d'attractivité en termes de produits et de marketing. L'Algérien, dans sa nature, ou du moins dans sa culture, ne fait pas forcément appel à une assurance pour se protéger. Bon, est-ce que c'est une question de législation? Est-ce que c'est une question d'habitude? Est-ce que c'est culturel? Maintenant, moi personnellement, non. Même dans mon entourage, on n'a jamais été, on n'a jamais été habitué à ce genre de choses, à ce genre de process. Le marché de personnes reste malgré tout prospère et le débat qui va suivre devrait vous le confirmer. Retour sur le plateau avec nos invités. Mortal Naouri, vous êtes le président directeur général de Karama, beau jeu de mots qui signifie en arabe dignité. C'est une Karama qui est une filiale de la CAR. Vous avez été le premier secrétaire du CNA, le Conseil national des assurances. Votre compagnie Karama est actuellement le leader de ce marché de l'assurance de personnes. Votre chiffre d'affaires est pour 2014 de 1,5 milliard de dinars, un chiffre qui est en régression et vous nous direz dans un instant pourquoi. Saïd Haddouche, vous êtes le directeur général adjoint d'Amana, Amana qui relègue SAPS à la seule dimension juridique, Amana qui est la nouvelle dénomination commerciale à la tonalité plus douce, plus invitante et sans doute plus algérienne pour vous assurer. Amana est le fruit d'un partenariat très solide puisqu'il regroupe la française Massif et les algériennes SAA, Badr et BDL. Amana a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dinars, soit une croissance de 8%.
Rafiq Ben El Moufok, vous êtes le directeur général du Mutualiste. Le Mutualiste, filiale de la CNMA, votre compagnie qui bénéficie ainsi de tout le réseau des CRMA par région. Votre compagnie n'a pas, contrairement aux autres, des objectifs lucratifs, mais vous avez malgré tout réalisé le chiffre d'affaires appréciable de 500 millions de dinars. Vous avez une obédience agricole, mais vous êtes ouvert à tous. Enfin, Hakim Soufi, vous êtes le président directeur général de Massirvi, filiale de la SIAR. Vous êtes par ailleurs vice-président de l'UAR, l'Union des assureurs, et membre du conseil exécutif du FCE. Et faut-il ajouter que vous êtes l'un des plus jeunes acteurs à ce niveau de responsabilité. Votre compagnie a le mérite de s'être hissée à la première position des compagnies privées qui se sont lancées dans cette activité de personnes. Et vous avez réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dinars. Ma question va vers vous, Mortal Naouri, vous qui avez été au CNA, exercé un temps en tant qu'expert, vous êtes un analyste chevronné du secteur. Comment définir ce marché de l'assurance de personnes et pourquoi y a-t-il eu nécessité en 2011 de séparer les activités dommages de personnes, juste un peu pour comprendre la genèse de ce processus? Merci. En fait, les assurances de personnes est une activité qui ne s'est pas suffisamment développée en Algérie pour différentes raisons. Dans le reportage, on a cité des considérations culturelles, d'habitude, parfois de pouvoir d'achat, mais on pourrait peut-être aussi ajouter l'organisation socio-économique de l'Algérie, qui pendant longtemps a été socialiste, avec un État très présent, qui aide les citoyens en cas de sinistre. Donc il y a beaucoup d'aides de l'État qui interviennent. Nous avons aussi un système de sécurité sociale emprunté au système français qui aussi a longtemps été très performant. Cela explique, je pense, beaucoup le fait que les assurances personnes ne sont pas suffisamment développées en Algérie. Pourquoi est-ce qu'en 2011 on a décidé de faire cette séparation? Je pense que l'une des raisons aussi qui ont fait que le marché des assurances de personnes ne s'est pas suffisamment développé, c'est que c'est un marché qui était secondaire, accessoire, par rapport aux assurances dommages qui étaient exercées par l'ensemble des entreprises qui faisaient donc les multibranches. Et donc les assurances de personnes, c'est un marché où il faut beaucoup investir en formation, actuariat, finance, etc. Beaucoup investir en communication, etc. Tout cela nécessitait donc des efforts des entreprises qui, peut-être, n'étaient pas suffisamment motivées pour le faire, du moment qu'en assurance dommage, il y avait beaucoup à faire. Aujourd'hui, l'assurance automobile permet aux entreprises de faire des progressions à deux chiffres. Ça peut aussi expliquer cela. Voilà. Alors on arrive à 2011 et on passe donc à une nouvelle volonté de dynamiser le secteur de l'assurance de personnes. Est-ce que, Saïd Hadouche, est-ce que les choses ont, selon vous, été bien faites de ce point de vue-là, du point de vue réglementaire? Est-ce que la séparation a été bien faite? Bon, la séparation, je voulais juste rappeler aussi que l'un des facteurs qui a poussé à la séparation, c'est aussi des soucis de solvabilité. En fait, les assurances de personnes et les assurances de dommages ne sont pas soumises aux mêmes règles de solvabilité. Ça, c'est d'un côté. C'est-à-dire les assurances de personnes ont des obligations de représentation, des provisions que les assureurs constituent pour répondre à tout moment, les avis de l'autorité de contrôle, pour répondre aussi aux dettes qui sont nées vis-à-vis de leurs assurés. Parce que dans l'assurance, il y a ce que nous appelons l'inversion du cycle de production. À tout moment, les assureurs ils sont endettés vis-à-vis de leurs assurés, soit pour des sinistres qui sont survenus, qui ne sont pas encore payés, soit pour des primes qui courent toujours au cours de l'exercice d'assurance. À un moment donné, il faut répondre à des éventuels sinistres. Donc de ce côté-là, les assurances vie et assurances non-vie ne sont pas soumises aux mêmes règles de solvabilité. D'abord, c'est parce que les assurances vie, ce sont des assurances à très très long terme, ce sont des assurances d'épargne à long terme, alors que les autres assurances dommages sont des assurances qui sont à survenance annuelle. La séparation qui a été faite en Algérie, c'était une séparation entre assurance de personnes et assurance dommages. Or que dans la plupart des pays, la séparation qui est faite ne distingue pas entre assurance de personnes et dommages, mais elle distingue entre assurance vie et assurance non-vie. Je m'explique. Parce que dans les assurances de personnes, nous trouvons... la vision est différente. Okay. Oui, c'est très différent. C'est très différent. Dans les assurances de personnes, on peut trouver des assurances que nous pouvons qualifier d'assurances IRD, c'est-à-dire accident, notamment les assurances maladie, les assurances en cas d'accident. Ce sont des assurances, ce sont des couvertures à déroulement annuel.
pas à long terme. Donc il n'y a pas d'exigence de constitution de réserve mathématique et de réserve à très très long terme. Ça c'est la première différence ou peut-être la première caractéristique qui peut qualifier la séparation qui est survenue en 2011. Il y a aussi le souci de commercialisation, comme disait M. Naoui tout à l'heure. Pour vendre des assurances de personnes, il faut un supplément d'effort commercial, parce qu'on dit que les assurances de personnes, ce sont plutôt des assurances qui se vendent mais qui ne s'achètent pas. Pourquoi? C'est parce qu'il faut aller chercher le prospect, il faut créer le besoin chez les assurés. Alors que alors que dans les assurances dommages, le besoin, il est déjà chez l'assuré. Soit c'est parce que c'est une assurance obligatoire, comme l'automobile, ou quasi obligatoire, comme les autres assurances de responsabilité civile, alors que pour les assurances de personnes, toujours, c'est à la volonté de l'assuré d'aller s'assurer. Très bien. Monsieur Benel-Moufort, ça ne vient pas aussi de la formation elle-même des assureurs, c'est-à-dire que peut-être qu'ils avaient une obédience rivée sur le dommage, plus que par culture eux aussi, sur la personne, sur l'assurance de personne. Peut-être, oui. En tout cas, M. Naouri a dit l'essentiel, c'est que jusqu'à maintenant, on peut dire que l'État a pris en charge les préoccupations des citoyens en matière d'accidents de la vie. Donc, les citoyens étaient pratiquement assurés d'être pris en charge par l'État en cas d'accident de la vie, ce qui a fait que les assurances dites de personnes n'ont pas connu un développement au cours des années, notamment 70, qui ont vu un grand développement en Algérie, industriel, commercial, etc. Maintenant, je pense que les pouvoirs publics essayent de se repositionner et la mise en place de sociétés d'assurance spécialisées en assurance de personnes préfigure, je pense, un développement futur, puisqu'il y a les deux volets, assurance de personnes et assurance vie, auxquels M. Haddouch a fait référence. Ce sont des assurances d'épargne qui aujourd'hui ne sont pas encore pratiquées. L'essentiel de notre activité concerne la maladie et l'accident, un peu maintenant l'assistance à l'étranger. Pourquoi ça n'est pas fait? Pourquoi on ne va pas encore sur l'assurance d'épargne? L'assurance d'épargne n'est pas encore réellement développée parce qu'il n'y a pas un marché financier qui s'y prête, qui est mature et qui s'y prête. Vous partagez ce point de vue, M. Soufi? Oui, absolument, absolument. À partir du moment que sur la dizaine de produits pour lesquels nous sommes autorisés sur lesquels nous avons les visas de commercialisation, on se retrouve à utiliser que 30% de ces produits-là. Pourquoi? Parce que l'assurance vie, ou l'assurance de personnes, telle qu'on l'appelle communément en Algérie sur notre marché, ce sont plutôt, nous aurions dû nous orienter au départ sur les produits de capitalisation. Le problème, c'est qu'on n'a pas un marché financier, on ne va pas dire qu'il soit mûr, non, pas assez dynamique. Pas assez dynamique. Et pourquoi il n'est pas dynamique? Parce qu'il n'y a pas autant de valeur qu'il le faut. C'est pour ça. Mais c'est un processus qui est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il faut jeter la pierre à personne. C'est qu'aujourd'hui, il y a combien? Il y a 5, 6, 7 valeurs qui se disputent le marché boursier. C'est pas suffisant pour pouvoir impacter, pour pouvoir adosser nos produits de capitalisation et pour pouvoir donner à notre clientèle des taux d'intérêt qui soient supérieurs à ceux du marché. Et justement, vos compagnies d'assurance, vous pourriez donner l'exemple. Est-ce que vous êtes intéressé par l'entrée en bourse aujourd'hui? Évidemment, évidemment. Vous savez, il y a un paramètre de base pour rentrer en bourse, c'est que vous levez des fonds. Pour lever des fonds, c'est que vous avez un besoin. Au jour d'aujourd'hui, on ne le trouve pas. Ce besoin-là n'est pas... Nous, le besoin au niveau du marché financier, c'est d'adosser nos produits de capitalisation sur des valeurs. Donc aujourd'hui, rentrer en bourse, oui, c'est intéressant. Parce que de toutes les façons, à un moment ou à un autre, on va être appelé à ouvrir notre capital ou à travailler de concert avec des partenaires étrangers ou des partenaires locaux, et de préférence des partenaires locaux. Sauf que la meilleure façon de le faire, c'est de passer par la bourse. Aujourd'hui, c'est possible. C'est une réflexion que tout bon gestionnaire doit avoir. Très bien. Qui a été fait d'ailleurs. 8 milliards de dinars, c'est peu, M. Naouri, pour un marché de l'assurance de personnes. On est 2011-2015, bon 4 années, on en est à 8 milliards de dinars. Si on voit les pays voisins, ils sont dans d'autres chiffres. Ou est-ce que c'est normal là aussi? C'est peu, oui, on peut dire que c'est peu. Quand on voit la taille du marché dommage, on est à moins de 10% depuis quelques années déjà. C'est peu.
sauf que, comme je l'ai dit, ce marché n'a pas été investi. Il n'y a pas eu d'investissement dans le marché, il n'y a pas eu on n'a rien semé pour aujourd'hui récolter. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, notre présence depuis maintenant un peu plus de 3 ans nous a permis de lancer des formations, nous lancer en tant que société autonome, à lancer des pistes de nouveaux produits, des pistes de modernisation de la gestion, des pistes de modernisation de nos systèmes d'information. Et tout cela va apporter ses fruits, mais ça ne pourra jamais être à court terme. Moi, je pense qu'il faudrait attendre entre 5 et 10 ans pour voir le marché vraiment se développer. Alors, c'est un marché on va revenir maintenant aux assurés. Donc vous l'avez vu, ils se plaignent souvent du fait qu'ils ne sont pas suffisamment informés ou mal informés. C'est juste, donc il y a aussi, souvent on dit que les assureurs ont comme travers un problème de communication. Alors dites-moi si c'est vrai et dites-moi ce que vous faites ou ce que vous comptez faire, ou est-ce qu'on était là aussi dans un palier introductif et que nous allons aller vers davantage de communication de la part des assureurs. Qui veut répondre? Et il faut dire aussi que les assureurs de personnes, ça fait pas longtemps qu'ils existent. Ça fait maintenant, nous sommes à la 4e année de la spécialisation. Donc, c'est une remarque qui était valable pour l'assurance dommage aussi de manière générale. Hein. Oui, les assureurs dommages, ils avaient l'habitude de ne pas communiquer parce qu'ils avaient aussi leurs produits de rente, si j'ose dire, comme l'automobile et les autres assurances. Mais nous n'avons pas un produit de rente. Nous sommes obligés d'aller chercher le client. Donc nous sommes obligés de faire de la communication. Et sur ce point, je pense que les assureurs de personnes, depuis leur courte existence de 2-3 ans, ils ont commencé à faire beaucoup plus de communication par rapport aux assureurs dommages. C'est une communication qui s'est faite individuellement par des compagnies, et au niveau de l'UR, il y a des projets pour aller faire de la communication, faire de la vulgarisation et de l'éducation vis-à-vis de la population pour s'intéresser à ces produits. Alors, M. Soufi, donc il y a une politique de communication qui est en préparation, qui devrait se déclarer? Je vous explique. Au niveau de l'UR, vous êtes vice-président. Oui, alors je vais vous expliquer. Il y a 2 volets dans votre question. Oui. Il y a la question qui s'adresse aux compagnies directement, et il y a la question qui s'adresse à l'Union. Alors la question pour les compagnies d'assurance, de personnes, et on va même parler des compagnies d'assurance dommages à l'époque. Il faut savoir que pour les compagnies d'assurance, le travail de communication qui a été fait, je crois que je pense que vous l'avez remarqué sur le marché, on a tous fait un travail qui est quand même remarquable dans le sens où on a beaucoup plus communiqué sur les produits en assurance de personnes que sur les produits dommages. Pourquoi? Parce que nous, ce n'est pas des produits obligatoires. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à travailler dessus et on a fait de la communication en première étape institutionnelle. Puis ensuite, on est allé sur des communications produits. D'accord? Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. Au niveau de l'UAR, au niveau de l'Union a dit, écoutez, il y a une équipe, il y a un travail qui avait été fait par une équipe qui est partie, qui a été remplacée par une nouvelle. Ce travail-là était quand même, il faut les féliciter, et il faut féliciter ces gens-là qui, à l'époque, c'était pas évident, parce que il faut comprendre qu'il y avait des travers qui étaient autrement plus difficiles à supporter. Et cette nouvelle équipe est arrivée en disant, qui est donc sous la présidence de M. Kessali, qui est le président de l'ACAR et à qui on rend hommage, qui dit: nous avons un projet, c'est le fameux, on a un plan qui a été adopté, qui a été mis en place. C'est un plan de communication institutionnel pour l'ensemble des compagnies en assurance de personnes et dommages. Mais c'est l'Union qui va fédérer l'image de toutes ces compagnies pour dire aux citoyens algériens: vous avez des compagnies d'assurance sur le marché, utilisez ces produits parce que ce sont des produits qui sont très 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 intéressants dans le sens où ils vous couvrent pour l'ensemble du panel des activités de votre vie. J'aimerais revenir sur le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance de personnes. On dit qu'il est faible aujourd'hui, mais il faut savoir que toutes compagnies confondues, on est 7. Hein, et je parle surtout au niveau des filiales, des filiales des compagnies d'assurance dommages qui sont autour de cette table. Il faut savoir que le chiffre d'affaires des assurances de personnes qui étaient auparavant logées dans les assurances dommages a été multiplié par 4-5. Donc dire que relativement, effectivement,
relativement, on a un chiffre d'affaires qui est fait par rapport au marché, qui fait à peu près 122 milliards de dinars. Et aujourd'hui, on est à nous seuls, on est à 9 milliards de dinars. Il ne faut pas oublier que... Pardon ? Avant la séparation, si on prend les assurances de personnes, il y avait un chiffre d'affaires de 7 milliards. Oui. Ensuite, en 2011, il y a eu la séparation. Donc le chiffre d'affaires a chuté jusqu'à... Alors, permettez-moi juste de rebondir sur ça. Il y a eu une diminution, non pas parce qu'il n'y a pas eu de travail, c'est parce qu'il fallait organiser les compagnies, il fallait mettre en place les réseaux, il fallait mettre en place les systèmes d'information. On a observé une diminution de 5%, je crois, sur le marché. Mais c'est remonté, regardez. Oui. Regardez depuis 2011 ce qui a été fait. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que l'assurance de personnes dans les pays qui sont dynamiques au niveau de l'assurance est toujours la leader, la première. Hein. Je crois même qu'elle est de 80% dans des pays industrialisés. Voilà. Il ne faut pas oublier que les ressources financières tirées par les fonds de pension américains proviennent des compagnies d'assurance vie. Oui. Juste, il y a un indicateur qui illustre bien que la faiblesse du chiffre d'affaires en Algérie. Tout à l'heure, vous avez parlé des pays voisins. Il y a deux indicateurs qui nous permettent de nous comparer par rapport à la Tunisie et par rapport au Maroc. C'est ce que nous appelons la densité de l'assurance de personnes et le taux de pénétration des assurances de personnes. Si je parle de la densité, un Algérien, il dépasse 3 dollars par année pour l'assurance de personnes. Tandis qu'un Marocain, un Tunisien, il dépense 12 dollars et le Marocain dépense 27 dollars. En matière de taux de pénétration sur le PIB, sur 100% du PIB, l'Algérie réalise 0,1% d'assurance de personnes. Au Maroc, il est de 3%. En Tunisie, il est de 1%. Mais dans ces pays, l'assurance de personnes est dynamisée depuis toujours. Elle est dynamisée, mais regardez les différences. Ça va de simple à 20 fois. Quand vous parlez de 3 dollars par rapport à 27 dollars, nous avons quand même une marge alors que l'Algérien, comme je pense, il a un niveau de revenus supérieur ou moins égal à ces deux autres revenus. Je peux expliquer. Oui, allez-y. Je peux expliquer. Dans les pays voisins, le taux de bancarisation est très important. Et la banque joue son rôle en tant que support de clientèle, c'est-à-dire c'est une réserve de clientèle qui est apportée en inclusion automatique sur les assurances de personnes. Donc du coup, on comprend pourquoi ça se passe comme ça. Je reviens juste à vous. Dites-moi. Le budget prévu pour engager une communication par l'UAR, est-ce qu'il y a un budget qui est arrêté ? C'est un budget qui est à l'étude. Oui. C'est un budget. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un travail de consultation qu'il faut faire vis-à-vis des sociétés. Vous sentez des résistances au niveau des assureurs ou pas ? Non, du tout, au contraire. Les assureurs sont rentrés de plein pied dans le 21e siècle. Parce qu'on en a senti autrefois, auparavant. Bon, c'est peut-être aujourd'hui un nouveau... Non. Et surtout, comme vous l'expliquez, dans l'assurance de personnes, c'est quelque chose d'inévitable. Et puis, je vais vous dire mieux, il y a la volonté de l'Union d'utiliser et de faire utiliser par les compagnies d'assurance les nouveaux outils qui sont mis à la disposition enfin, les médias lourds, les applications, tout ce qui est web. Donc on sent une volonté très importante, très poussive de la part de notre président et donc de l'Union d'aller vers ces outils. Il n'y a pas de résistance aujourd'hui. Si je peux me permettre, parler de budget, de communication, de technologie, de web. Vous avez vu vos locaux à l'UAR ? Alors, nos locaux à l'UAR, je vais vous rassurer, nos locaux à l'UAR sont des locaux qu'on avait pris depuis une dizaine d'années et ce sont des locaux sur lesquels on va déménager. Très bien. C'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau siège. Ils épousent la modernité affichée. Ils vont, je vous l'assure. CNMA, M. Ben El Mofok, alors on va parler produits pour nos téléspectateurs. Aujourd'hui, vous êtes un peu, je le disais tout à l'heure, à Obédience Agricole, mais vous êtes ouvert à tous. Quels sont les produits que vous offrez aujourd'hui aux clients en termes d'assurance de personnes ? Nous, notre principal produit concerne la garantie accident. C'est un produit important en matière d'assurance de personnes pour nous, mais je pense pour les autres compagnies d'assurance également. C'est un produit qui vient théoriquement en complément de ce qu'offre la sécurité sociale pour garantir les personnes contre les accidents de la vie, d'abord. Les accidents de la vie, c'est d'abord des accidents tout court, des accidents physiques. Donc nous, notre premier produit, c'est celui-là. Dans le domaine agricole, il y a une demande très forte. Il y a une demande très forte parce que pour des raisons multiples, les agriculteurs ont des difficultés pour s'assurer auprès des organismes
de sécurité sociale, la CNAS et la CASNOS. Pour des questions de déclaration Pour des questions, je pense, de modalités de mise en place de ces assurances. Les agriculteurs constituent une profession spécifique, pour ne pas dire atypique. Donc ils ont des problèmes de calendrier, ils ont des problèmes de délai, ils ont des problèmes qui ne sont pas ceux des gens de la ville. Hein, leur activité dépend de la saison. Est-ce que pour vous c'est une difficulté pour aller les toucher, ces personnes, pour les sensibiliser? Non, pas du tout. Nous, contrairement à nos collègues et néanmoins amis des autres compagnies, nous utilisons les canaux professionnels. Nous avons les chambres d'agriculture, il y en a une par wilaya. Nous utilisons les associations professionnelles d'agriculteurs. Et nous réunissons physiquement nos assurés. Donc nous menons des campagnes, ce que nous appelons des campagnes de sensibilisation, des campagnes également de portes ouvertes sur nos bureaux de souscription, et nous allons vers ces agriculteurs qui viennent vers nous. C'est la particularité du monde agricole, c'est qu'ils ont leurs habitudes. Ils ont, j'allais dire, les endroits où ils vont. Aujourd'hui, entre, si je puis m'exprimer, assurer des villes et assurer des campagnes, quelle est la proportion chez vous, alors qu'il est dans la population d'assurés que vous avez? Est-ce que vous pouvez quantifier ça, ou là vous l'avez fait ou pas? Non, nous sommes encore en phase de sensibilisation, de communication. La demande est très très grande de la part du monde rural, hein, on va appeler ça comme ça. Le monde rural, avec ses particularités, parce que dans l'agriculture, il y a toute une population qui est employée. Je vais parler des saisonniers, je vais parler des travailleurs non permanents dans l'agriculture, où il y a une réelle demande, à la fois de la part des employeurs, c'est-à-dire les exploitants agricoles qui veulent assurer leurs salariés, leurs ouvriers contre les risques. Je donne un exemple. Pour le palmier dattier, au moment de la récolte, on utilise ce qu'on appelle les grimpeurs, qui sont soumis à un risque qui est évident de chute. Les différentes activités agricoles nécessitent réellement une prise en charge complémentaire de ce qu'offre la sécurité sociale. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire, et il y a une réelle demande. Très bien. Monsieur Namri, le monde agricole, vous vous y intéressez? Enfin, je veux dire, vous avez aussi beaucoup d'assurés qui viennent de là? Pas forcément, non. Notre présence, nous, elle est plutôt adressée, nos produits sont adressés aux entreprises. Nous sommes plutôt assureurs des risques d'entreprise dans la lignée un peu de notre société mère, hein, puisque nous avons hérité de la clientèle de notre société mère. C'est pour ça que notre produit phare, c'est plutôt la prévoyance collective. Donc il y a une certaine fidélité dans l'assurance. Hein. Les entreprises sont fidèles à leur assureur comme nous aux coiffeurs. Ah oui, bien sûr, ouais. C'est normal, puisque un assureur va connaître beaucoup de choses sur votre personne, sur vos maladies, sur votre génétique, etc. Et en principe, l'assureur devrait plutôt être comparé aux médecins de famille. Hein. Quels sont vos produits, les produits qui marchent chez vous? Les produits qui marchent chez nous, comme je vous ai dit, donc, il y a la prévoyance collective. D'ailleurs, nous sommes leaders sur le marché de la prévoyance collective. C'est ce qu'on appelle l'assurance de groupe. L'assurance groupe, voilà. La prévoyance collective, c'est l'assurance qui couvre donc le décès. Je fais juste une petite digression sur l'assurance de groupe. La CACH travaille avec vous sur l'assurance de groupe. Oui. Je disais tout à l'heure que Algérienne Vie, le partenariat entre la CACH et les Koweïtiens, donc ils vont créer une compagnie d'assurance, ils risquent de récupérer. Ça représente beaucoup pour vous? Pas grand-chose. Peanuts. Pas grand-chose. Au-delà, qu'est-ce qu'il y a comme un... Donc c'est surtout l'assurance prévoyance collective. Nous avons aussi l'assistance voyage à l'étranger, où nous sommes aussi leaders sur le marché, avec une forte présence à travers aussi le réseau de notre société mère qui est la CAR. Et nous faisons aussi beaucoup de temporaux décès, donc remboursement des crédits en cas de décès, avec nos 3 partenaires bancaires. Le premier, c'est le CPA.
et 2 autres partenaires que sont la BNA et ABC Bank. Très bien. Vous approchiez les 2 milliards de dinars de chiffre d'affaires en 2013. Vous êtes passé cette année à 1,5 milliard. Comment peut-on l'expliquer? Oui, ça s'explique facilement parce qu'en fait, nous avons dans notre portefeuille un gros client en assurance groupe et qui avait une police qui chevauchait sur 2 exercices. Donc, au mois de juillet 2014, on a décidé de renouveler la police pour 18 mois, avec 6 mois à comptabiliser en 2014 et 12 mois en 2015. Donc, au lieu d'avoir une prime annuelle en 2014, on a comptabilisé une prime semestrielle. Donc, sans cette opération, on aurait été quasiment au même niveau qu'en 2013. Et maintenant, quels sont vos produits phares? Donc nous, il faut dire que la configuration de notre portefeuille, elle est la même comme les autres compagnies qui sont issues de Oui, je trouve que les produits se ressemblent beaucoup, qu'il y a un manque d'imagination, on va en parler. Nous sommes essentiellement sur 3 secteurs importants. Il y a d'abord l'assurance prévoyance groupe en entreprise. Oui. De ce que nous appelons comme assurance santé groupe chez nous. Donc c'est une branche. Je dois dire que vous avez eu un très bon réflexe. Lorsque je vous ai invité, vous m'avez tout de suite demandé, la télévision de Zayel News, est-ce qu'elle est assurée? Nous prenons en charge cela. Bon, voilà. Juste pour... Donc ça, sur l'assurance santé, nous avons hérité déjà d'un portefeuille que nous avons développé, que nous avons fait vivre pendant 3 ans. Et actuellement, nous sommes en phase de revoir le portefeuille, de segmenter le portefeuille en fonction des entreprises et en fonction des prospects que nous avons en face. Donc nous avons des formules bonnes, moins bonnes et meilleures que nous avons appelées la formule découverte, la formule prestige et la formule complète. Le deuxième volet de notre portefeuille, c'est l'assurance remboursement crédit, c'est l'assurance des emprunteurs. Donc sur ce plan-là, nous avons aussi avec nous des banques qui sont dans le capital et des banques avec lesquelles nous avons des conventions de distribution. Donc il y a la BADR, la BDL et la BNA. Nous sommes aussi en pourparlers avec une banque privée avec laquelle nous allons conclure très prochainement. Avec la BADR aussi, nous avons développé, vous avez posé tout à l'heure la question sur le monde agricole, comme la BADR est beaucoup sollicitée par les filières. Nous sommes en train de mettre en place un produit accident de la vie adapté aux agriculteurs, ceux qui viennent pour prendre des crédits LFIG et des crédits de campagne au niveau de la BADR. Et puis le troisième volet, ce sont les assurances assistance. Et dans les assurances assistance, nous avons le produit assurance assistance voyage à l'étranger et le produit rapatriement de corps que nous commercialisons avec, à un moment donné avec le ministère des Affaires étrangères. Combien de rapatriements de corps vous suivez par an? Juste pour avoir une idée, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui meurent à l'étranger. Depuis 2011, nous avons rapatrié 800 personnes. 800 quand même, voilà. Votre seule compagnie. Voilà. Les produits, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Oui. Quels sont les produits qui ne marchent pas sur ce marché, où les gens ne sont pas intéressés? Puis on a vu que l'assuré, c'est ce qu'il fait souvent aussi. Hein, parce que quelquefois, quand on dit bon, il y a une insuffisance de communication, il y a aussi quelquefois une question de retour sur investissement, si je puis m'exprimer ainsi, pour l'assuré. C'est-à-dire qu'il fait ses calculs et quelquefois, il voit que les assurances que vous proposez ne sont pas suffisamment rémunératrices. Ok. Pour les assurances qui ne marchent pas, il y a d'abord toutes les assurances épargnées que nous sommes ici. Nous ne pouvons pas faire de l'assurance épargne pour plusieurs raisons. La première raison a été donnée par M. Soufi, c'est l'absence de marché financier. Pour faire de l'assurance épargne, l'argent accumulé par les épargnants, par les assurés en cas de vie, parce que c'est des assurances en cas de vie, par les assurés vie, c'est de l'argent qu'il faut fructifier pour qu'à un moment donné, on arrive à donner un capital qui pourrait intéresser ce client. Or, en Algérie, les placements ne dépassent pas, aussi longs qu'ils seront placés, ne dépassent pas les 2%. Et les 2%, comme peuvent être d'accord avec moi mes collègues, les 2% c'est déjà la taxe sur l'activité professionnelle que nous payons déjà sur le chiffre d'affaires. Donc vous voyez, nous payons déjà à la vente de contrat, nous payons une taxe sur le chiffre d'affaires alors qu'on ne réalise pas 2% de placement au niveau des banques. Est-ce que vous vous trouvez tous assez imaginatifs en termes de produits d'assurance? Est-ce que vous voulez pas aussi battre votre coulpe là pour dire qu'il y a une insuffisance de produits, parce qu'on a l'impression que c'est pas... Et puis quand il y a un produit qui est nouveau sur le marché, on a l'impression qu'il est aussitôt copié par l'autre. C'est ça le collègue est néanmoins ami. Non, je pense
pense qu'il y a les contraintes du marché. Là où il y a une insuffisance... Est-ce que l'administration aussi, les autorités, vous facilitent la tâche? Non, les autorités, je pense, facilitent la tâche. Mais la question qui se pose pour le public, c'est l'assurance du particulier. En matière d'assurance de personnes, M. Naouri a expliqué la politique de sa compagnie, c'est la prévoyance collective. C'est le terme qu'il a utilisé. Et donc, la prévoyance individuelle pour les individus, ça, c'est un produit qui n'est pas encore mûr pour être mis sur le marché en Algérie pour différentes raisons qui n'incombent pas uniquement aux compagnies d'assurance. Et c'est là où, je pense, sur ce marché des particuliers, où les compagnies d'assurance vont devoir réellement faire preuve d'imagination, prendre des risques, peut-être, parce que nous ne savons pas quel sera le comportement du particulier. Et donc, M. Naouri a parlé de 5 à 10 ans. Je pense que c'est le délai qu'il faut pour réellement développer le marché des particuliers. Alors, Massirvi, vous avez été assez imaginatif. Sur le Hajj al-Umrah, d'ailleurs, vous avez été, je crois, repris là-dessus. Vous avez été les premiers sur cette formule. Vous avez été aussi sur une formule que je crois très intéressante, en tout cas de mon point de vue. Quand je vois les plus hautes autorités de l'État se faire soigner à l'étranger, et quand je vois les plus grands chefs d'entreprise se soigner régulièrement à l'étranger, et quand je vois la masse de la population être confrontée à des établissements hospitaliers pas toujours en l'état, l'assurance pour les soins à l'étranger était quelque chose de bien. Alors, vous l'avez usitée un temps, elle a été stoppée. Pourquoi ? Elle a été interdite par la Direction Générale du Trésor. Amena aussi, vous l'avez faite, je crois. Non, c'est la AXA. C'est AXA qui l'a faite. Très bien. Non, AXA ne l'a jamais faite. Non plus. Non, AXA ne l'a jamais faite. À Karama, nous avions un contrat. Voilà, Karama, voilà, absolument. Karama l'avait faite à un moment donné. Bon, ça a été interdite. Bon, parce que ça répond, il faut comprendre aussi. Nous sommes dans une phase où le gouvernement algérien a lancé même pas une opération, c'est qu'en fait il y a la mise en place d'un programme d'économie sur le transfert de devises. Bon, c'est à mon sens une raison suffisante pour que Massirvi décide, sous l'impulsion des autorités, de ne pas le faire. En termes d'impulsion pour stopper le transfert de devises, il y a des choses à faire déjà au niveau des places et des squares et des différentes choses avant de passer à ça, parce que la santé, ça c'est quelque chose de très important pour les citoyens, et je pense que les citoyens en seraient reconnaissants aux compagnies d'assurance et au gouvernement. Vous, Karama, vous l'avez stoppé aussi? Oui. On avait un seul contrat avec une entreprise, ce n'était pas au particulier nous, hein, c'était une entreprise qui avait ce contrat avant même l'avènement de la spécialisation. Donc ce n'est pas notre contrat, c'était un contrat d'un de nos distributeurs que nous avons repris avec un agrément des conditions générales. On était parfaitement conforme à la loi. Bon, il y a une note qui est venue, bon, nous sommes légalistes, nous la respectons. Voilà. Mais c'est une chose qui pourrait revenir peut-être plus tard. C'est une chose qui est à l'étude, mais qui doit voir le jour. Oui, parce que c'est une nécessité. C'est une des plus belles assurances de personnes qu'on pourrait avoir. Sachant qu'il faut comprendre une chose hein, sur le produit santé international, ce n'est pas que des transferts de devises. Vous savez, un contrat, c'est quelque chose qui est régi entre les deux parties. Donc vous demandez certaines choses, vous en donnez d'autres. Il y a un fait qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens sur la santé internationale ont vu ce qu'on allait transférer, mais n'ont pas vu ce qu'on allait recevoir comme remboursement. Exact. Parce que vous changez une ligne du contrat et vous dites que les remboursements des avances qui ont été faites par les clients à l'étranger doivent être remboursés sur des comptes ouverts en Algérie. Ça aurait été un apport de devises. C'est pour ça que je vous dis que certains produits en assurance de personnes sont très importants pour l'économie algérienne. Donc voilà un beau travail aussi de communication de l'UAR, non pas destination des assurés, mais des autorités peut-être à faire. Mais nous sommes une force de concertation, une force de proposition, et c'est le travail qu'on est en train de faire. Amena, c'est un beau partenariat avec une grande compagnie française, la Massif, qui représente un chiffre d'affaires actuel de 5 milliards d'euros, je crois, qui est une mutuelle en France, donc qui serait à but non lucratif, mais qui ici est à but lucratif dans le partenariat qu'elle a conclu avec la SAA, la BADR et la BDL. J'aimerais savoir quel est l'apport de la Massif dans ce partenariat.
Bon, donc dans ce partenariat, il faudrait que ce partenariat-là, c'est un des axes de coopération entre l'ASA et la Massif, qui avait un programme de coopération large et qui avait un volet formation, un volet expertise. Et dans la lancée, ils ont créé, avec la séparation, ils ont créé cette filiale MNA. Dans l'accord qui a été conclu avec la partie française, il était entendu que la partie française ramènerait le management, ramènerait de l'expertise. C'est pour ça que la direction générale de l'entreprise a été confiée à la partie française. Donc depuis... C'est M. Adré. Monsieur Pierre-Olivier Adré, voilà, c'est lui le directeur général. Et c'est le seul Français, d'ailleurs, il s'enorgueillit de le dire, qu'il est le seul Français, le seul Français, nous sommes à 93 personnes actuellement au niveau de Amana. Donc il y a un Français et 82 Algériens. L'apport de la partie Massif consiste en un apport en matière de management et en matière de système d'information. Il faut dire que aussi... Alors, bon, le management, il est peut-être là à travers M. Adré. Est-ce que le système d'information a suivi le système d'information a suivi, et aussi de la formation de personnel au niveau des instances de Massif. C'est une formation qui se faisait depuis 2 ans. Il y a toute l'équipe de management de MNA qui bénéficie de formations régulières au niveau de partenaires étrangers. Et en termes de produits. Et puis en termes de produits, bien que pendant les 3 premières années, il n'y a pas eu de produits apportés directement par la partie française, mais comme je vous ai dit, nous avons consacré quand même les 3 premières années à mettre en place cette société, parce qu'il faudrait que cette société, bien qu'elle ait trouvé un chiffre d'affaires qui était prêt, réalisé tout un portefeuille par la client, oui. Mais il faut constituer tout le back-office qui devait gérer ce chiffre d'affaires, qui devait le développer. Donc pour ce faire, Amana a choisi un modèle économique, un business model qui consiste à dire que nous serons une compagnie qui crée des produits, qui fait de la gestion back-office et qui distribue à travers un réseau de partenaires qui est constitué de banquiers, les 4 banques que j'ai citées tout à l'heure, 4 assureurs, parce qu'il se trouve qu'il y a des assureurs à la séparation et n'ont pas créé leur propre filiale. Oui. Donc nous les avons approchés pour utiliser le réseau. Il s'agit de l'ASA, l'Algérienne des assurances, Alliance et la gamme assurance. Très bien. Une question sur la banque assurance. Donc certains opérateurs ici à cette table, pas vous à la Massirvi, sont adossés à un système bancaire. Est-ce que, d'abord, quelle est la proportion des polices qui sont rabattues par la banque? Est-ce que la banque joue son rôle? Est-ce que vous êtes satisfait de vos partenariats avec les banques? Est-ce que la banque algérienne joue son rôle dans l'assurance? Il faut dire déjà que ce n'est pas négligeable comme opportunité. Parce qu'avoir des banquiers comme la BAD, la BDL et la je vous dis ça pourquoi? J'étais encore avant-hier à la banque. Je ne la citerai pas pour la ménager, mais je n'ai vu aucun produit d'assurance ni affiché, ni au guichet, ni on m'a rien proposé. Mais c'est aussi dû à la configuration des banques, d'abord la configuration des banques algériennes, notamment publiques, et aussi au dispositif de banque assurance. Depuis qu'il a été lancé en 2006, il faut dire que le législateur, à ce moment-là, a eu une vision de la banque assurance un peu trop réglementée. Ailleurs, partout dans le monde où il y a de la banque assurance, à titre d'exemple, en France, 60% des assurances vie sont vendues par la banque. Mais la vision qui existe chez eux, c'est que la banque joue beaucoup plus le rôle de courtier vis-à-vis de l'assureur. C'est-à-dire que l'assureur, il développe un produit et il le donne à la banque, il lui donne le mandat de le vendre. Ensuite, le banquier est libre de le vendre à travers son réseau. C'est à lui d'assurer des formations, d'assurer un certain niveau, une certaine logistique pour sa vente. Or, en Algérie, depuis l'avènement de la banque assurance en 2006, puis les premières conventions en 2009-2010, il y a une réglementation qui est trop répressive. Donc il vous dit que pour faire de la banque assurance, il doit avoir d'abord la convention de banque assurance. Ensuite, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il communique à l'assureur une liste de souscripteurs banque assurance qui seront formés pour un minimum de 96 heures. Ensuite, ce souscripteur, il aura une carte de souscripteur assurance où il y a le nom de son agence, où il y a derrière les produits. C'est très très restrictif. Alors, pour exemple, MNA, vous avez comme actionnaire la BADR et la BDL. Oui. Bon, elles ont mis des capitaux, elles attendent leurs dividendes. Oui. Elles vous surveillent au niveau du conseil d'administration. Oui.
Mais est-ce qu'elle travaille pour vous développer Oui, bien sûr. vos ventes? Nous avons des accords et nous tenons des réunions Oui. pour suivre notre plan de développement sur la banque assurance, par exemple avec la BDL actuellement. La BDL, elle a une meilleure configuration parce qu'elle s'adresse plus à des populations urbaines et elle a des produits bancaires qui ne sont pas liés toujours à l'agriculteur ou aux entreprises. Donc avec la BDL, nous faisons de la banque assurance emprunteur d'abord pour tout crédit à l'habitation donné par la BDL, il est accompagné par un contrat d'assurance temporaire au décès assuré par Amana. Très prochainement avec la BDL, pour toute ouverture du compte, soit que ce soit un compte chèque ou un compte à vue, oui. Il sera accompagné par une petite assurance que nous appelons une assurance décès accident, dont la prime, elle est insignifiante parce qu'elle entre dans les frais d'ouverture du compte, mais le capital, il est important pour prévenir l'assuré pour d'éventuels accidents. À titre d'exemple, 500 000 dinars par décès ou 1 million de dinars par décès. Voilà les produits que nous... Oui, pardon. J'aimerais rebondir un peu sur les partenariats entre les banques et les compagnies d'assurance. Comme vous l'avez si bien dit, on travaille on travaille pas avec les banques aujourd'hui. On a eu un contrat avec une banque très dynamique d'ailleurs, AGB. Mais bon, on n'a pas eu, et la question que je pose en fait, on n'a pas eu cette possibilité de travailler avec les banques publiques. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que les banques publiques ont fait le choix d'aller, et c'est tout à fait normal, on fait le choix d'aller vers les compagnies publiques. Sauf que moi aujourd'hui sur votre plateau, je le dis, et je souhaite faire un appel, pourquoi ne pas promouvoir le partenariat public-privé? Pourquoi ne pas inviter à la table des négociations et d'ouverture, enfin d'offres et éventuellement de faire travailler. Je vais même plus loin. Vous avez parlé donc de préférences publiques par rapport au privé, mais il existe même des préférences étrangères par rapport au national. On n'est pas contre les étrangers, mais quand ce sont des gros dispositifs et qu'on voit aller directement vers des compagnies étrangères, il y a des interrogations qui se portent sur la manière de la stratégie des pouvoirs publics. La CNEP travaille avec une entreprise française, la Cardif. Oui. Et il y a obligation, à chaque fois que quelqu'un veut souscrire un crédit immobilier, donc il doit passer par Cardif, puisqu'ils sont conventionnés. C'est-à-dire qu'ils ne passent même pas par Cardif, c'est en inclusion automatique. En inclusion automatique. C'est en inclusion automatique. Bon, alors ça, ce sont des choses qui posent des interrogations, parce que je doute qu'une entreprise algérienne qui s'installe en France et que la plus grande banque française puisse travailler avec une... Bon, ce sont des choses un petit peu... On n'est pas là pour faire de la discrimination économique et commerciale, mais... Il y a des soucis, surtout quand dans d'autres secteurs, notamment dans le bâtiment, on plaide actuellement pour jouer la préférence nationale. Je vous laisse revenir au public privé. C'est-à-dire que, vous savez, à un moment donné, je ne dis pas, les investissements directs étrangers nous apportent. Attention, il y a un avantage qui est formidable. Ils nous apportent de la formation, ils nous apportent des outils en termes de système d'information, ils nous apportent des techniques de gestion qui sont quand même remarquables. Donc il faut pas leur jeter la pierre. Bien au contraire. Sauf que moi je dis qu'en tant qu'opérateur algérien privé, en tant qu'Algérien moi-même, je souhaite que les institutions financières et les institutionnels algériens donnent la préférence à des compagnies qui se tiennent, qui n'ont rien à envier aux entreprises étrangères. Donc souvent, il m'est arrivé de dire, il existe des compagnies qui ne sont pas adossées à des banques. On me dit, mais peut-être qu'elles ne le souhaitent pas. Vous souhaitez avoir un partenaire bancaire? Mais évidemment. D'accord. Mais évidemment, et j'appelle de mes voeux tous nos collègues du secteur bancaire à venir travailler. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et justement, le volume est important. Est-ce qu'une banque peut travailler avec plusieurs assureurs? Mais bien sûr, il n'y a aucune forme d'exclusivité, sinon on tomberait sous le coup de... on n'a pas ce dispositif de loi. Mais le concept d'abus de position dominante est quelque chose qui va naître avec le Conseil national de la concurrence et avec beaucoup d'institutions qui sont mises en... Est-ce qu'aujourd'hui on a des banques qui travaillent avec plusieurs compagnies d'assurance? Oui. Donc l'exemple est là, très bien. Bien sûr. Non, parce que je m'interrogeais sur l'arrivée... Absolument. Je m'interrogeais encore sur l'arrivée de Tipco des Koweïtiens dans le monde de l'assurance, eux-mêmes qui sont propriétaires de AGB, et donc AGB qui travaille sur l'assurance vie de personnes avec AXA.
on pourrait voir demain AXA perdre le portefeuille au profit de cette nouvelle compagnie qui s'appellerait l'Algérienne Vie. Bon, ce sont des choses de logique, mais ce qui serait idéal, c'est que AGB continue de travailler avec les uns et les autres. Bon, mais chacun a sa stratégie. Quelle est votre stratégie, monsieur Naouri? Avec qui vous travaillez? Quelle banque? Et êtes-vous satisfait? Eh ben, vous savez, en banque assurance, on a deux volets. Il y a le volet capitalistique, la participation des banques au capital des compagnies d'assurance. Et comme pour Massirvi, nous n'avons pas de partenariat capitalistique en matière de banque assurance. Karama Assurance cumule à 100% de la CAR. Et les banques qui ont été approchées ont préféré réfléchir avant de lancer une quelconque participation. Et je pense que le dispositif qui a mis en place était assez limitatif. On a limité la participation d'une banque dans une compagnie d'assurance à 15%. C'est-à-dire qu'une banque, qui est quand même une institution importante, ne va même pas avoir un droit de parole dans une société. Elle n'a même pas une minorité de blocage. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui n'a pas été bien conçu. Et nous sommes en train, en tout cas aujourd'hui au sein du AR, en train de discuter des amendements peut-être à apporter au dispositif de banque assurance. On a évoqué aussi le problème des vendeurs, hein, des souscripteurs qui sont nommés, qui ont une carte professionnelle. Et si cette personne qu'on a formée et qui est là, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, change d'agence, si elle fait une mutation, si elle part en formation au sein de la banque, l'agence ne peut plus souscrire. Et ça, c'est des contraintes qui font que la banque assurance n'arrive pas encore à prendre l'élan qu'on attend d'elle. En tout cas, à Karama Assurance, nous sommes très satisfaits, parce que nous avons aujourd'hui un chiffre d'affaires à la banque assurance qui avoisine les 250 millions de dinars. Donc il y a quand même une activité qui est complètement centrée sur la temporalité d'essai, c'est-à-dire l'emprunteur, le remboursement de crédit. Mais nous travaillons avec les banques pour élargir notre offre à des contrats, à des couvertures dans les cartes bancaires, dans les comptes bancaires, etc. On a parlé d'innovation. Moi, je voulais rebondir sur la question de l'innovation. Vous avez dit à un moment, en nous taquinant, qu'on manquait un peu d'imagination. Nous ne manquerons pas du tout d'imagination. Nous avons beaucoup de projets qui sont en cours de maturation. Mais il faut savoir qu'en assurance de personnes, ça ne sert à rien d'innover dans les produits si vous n'avez pas des plateformes de services. L'assurance de personnes rime avec service. Okay. Aujourd'hui, ce qui manque dans le marché, par exemple, algérien, pour développer une vraie offre de services en matière de santé complémentaire, c'est ce qu'on appelle le TPA, Third Party Administration, pour pouvoir faire comme pour la CNAS, la carte Chifa, notre carte Chifa, qui va permettre aux gens non plus de débourser de l'argent. C'est-à-dire que l'assurance qui sert à rembourser des dépenses, ça n'existe plus dans le monde aujourd'hui, et surtout pas en assurance de personnes. L'assurance de personnes, c'est la prise en charge. Les personnes voudraient être prises en charge. Je me déplace dans un hôpital pour faire des soins, j'ai rien à débourser. C'est mon assurance qui paye pour moi. Donc on vient en même complément. La CNAS a fait un premier effort de ce point de vue. Voilà, elle fait un effort et nous aussi on doit le faire. Mais pour le faire, faut-il avoir des plateformes, il faut avoir des TPA, des sociétés TPA pour la santé, même pour le médical. Alors qui doit créer ces sociétés? Ça doit venir du monde économique. Il faut que des investisseurs puissent trouver voilà. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'aurais voulu parler de beaucoup de choses, notamment de l'actuariat, de l'entrée en bourse. Juste en un mot, la CAR se prépare à une entrée en bourse ou pas? C'est la décision qui a été prise par les pouvoirs publics. La CAR qui est la maison mère. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, ce débat prend fin. Merci à nos invités pour leur participation et merci à vous pour votre attention. N'oubliez pas de rester prévoyant et de vous donner en toutes circonstances de l'assurance. À mercredi.